Ok. Donc, merci pour l'introduction. Merci à vous de m'accueillir. Alors, bon, j'ai la surprise en écoutant un certain nombre de communications de voir que vous étiez déjà très acquéris au niveau de la posturologie. Et donc, je vais essayer de faire le lien entre le tonus postural et l'application de ce que vous pouvez faire en Mézières. Alors, de manière un petit peu caricaturale, dans un premier temps, au milieu des années 50, il y a une révolution avec Françoise Mézières, un nouveau regard sur la manière de voir le tonus, le muscle, et Baron, lui, avec son histoire des petits poissons, qu'on verra un petit peu par la suite, va apporter également des notions importantes que des toutes petites perturbations au niveau de la proprioception entraînent des modifications majeures au niveau du tonus. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas du coin, j'ai symbolisé le génie de la Bastille parce que ça symbolise la Révolution. Et donc, dans ces années 50, deux personnages qui font une révolution conceptuelle. Alors, quand on parle de tonus, il faut revenir aux définitions. Et un grand physiologiste, Paillard, a donné celle-ci. C'est la tension légère à laquelle se trouve normalement soumis tout muscle squelettique à l'état de repos. Définition à laquelle le physiologiste ajoute cette restriction capitale et qui disparaît après section du nerf moteur. Donc c'est de cette partie-là dont moi je vais vous entretenir par la suite. La notion générale de tension permet en outre de confondre dans la clinique humaine les effets rapportables aux altérations des propriétés viscoélastiques du tissu musculaire avec la tonicité résultant d'un processus contractile d'origine nerveuse. Donc il y a deux choses et l'idée qui va sous-tendre mon intervention, c'est que peut-être ce n'est pas la même façon d'intervenir et donc je vais le faire de manière avec une certaine dichotomie, même si évidemment on ne peut pas scinder les choses de manière très très claire. Alors si on reprend les propriétés des fibres musculaires, par exemple, on va retrouver l'élasticité, l'extensibilité, qui sont des qualités plutôt mécaniques, et la contractibilité et l'excitabilité, qui sont plutôt des propriétés nerveuses. Et, alors, je n'ai pas fait d'études approfondies de la bibliographie, mais néanmoins, ce qui ressort, c'est que les étirements musculaires ont plutôt tendance à travailler sur l'extensibilité, donc la viscoélasticité, et en même temps, on peut penser que ça joue sur la proprioception par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment. Alors que les neurostimulations manuelles qu'on peut proposer, elles joueraient davantage sur le contrôle moteur, l'excitabilité et la contractibilité, et bien évidemment, les deux approches sont totalement complémentaires. Alors, voici le petit plan que j'ai réalisé. Donc, on va parler du tonus musculaire et de la posturologie, des douleurs chroniques par rapport aux hypertonies et réflexes de défense, et puis on va voir qu'on a une classification des dysfonctions localisées, latéralisées, généralisées, qui peuvent emmener vers l'hyperexcitabilité centrale. On décrira un petit test clinique qui a été travaillé, qu'on continue à travailler, puis quelques mots sur la posturothérapie neurosensorielle, la PNS, et le comment du traitement des hypertonies par neurostimulation. Et je terminerai par un cas clinique qui peut nous réunir. Alors, déjà, le tonus, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, depuis Galien, et il nous disait que le tonus musculaire maintient les pièces squelettiques et sous l'effet d'un rôle d'un influx venu du cerveau. Plus tard, un des premiers rééducateurs, Duchesne de Boulogne, avait déjà compris que l'action musculaire n'est jamais isolée. Et ces synergies musculaires, si on en prend Babinski, par exemple, permet, quand quelqu'un se positionne les épaules en arrière, on va avancer à ce moment-là le pelvis, ce qui permet de maintenir le centre de gravité plus ou moins au-dessus du centre de pression. Alors que quelqu'un qui est un patient cérébelleux, donc qui a des dysfonctions d'ordre proprioceptif, ne pourra pas réaliser ce type de manœuvre et à ce moment-là, évidemment, ça entraînera la chute. Alors on va insister sur le fait qu'il y a pas mal de choses qui sont d'origine réflexe. Le pionnier des réflexes au niveau physiologie, c'était Magnus, et il avait déjà localisé qu'il y avait des réactions statiques locales, un membre par exemple. Des réactions statiques plus régionales qu'il appelait, lui, segmentaires, qui vont prendre, par exemple, les deux membres supérieurs et la tête. Et ce qui est important dans la compréhension, des réactions statiques générales, donc certains réflexes entraînent une hypertonie de l'ensemble du corps.
Et on verra que souvent c'est lié au côté émotionnel, comme déjà Henri Vallon l'avait déjà proposé. Il nous dit « c'est aux variations locales ou générales du tonus que sont dus les états hypotoniques, hypertoniques ou de spasmes d'où procèdent les émotions. » Et il est évident que... Est-ce que peut-être on pourrait retirer le spot, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir des images sinon qui vont peut-être moins se voir ou le diminuer. Donc quand on voit la tête des bébés et la posture des bébés, merci, il est évident que à ce moment-là, on comprend qu'il y en a un qui est content et un qui n'est pas content. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour envisager ça. Et Ajura Guerra, qui était le père de la psychomotricité, lui parlait de réactions tonico-émotionnelles. Ça a été évoqué longuement, on ne peut pas étudier le tonus sans participer à la compréhension des émotions. Mais également, dans la posture, là c'est moins décrit, mais le côté perception viscérale est importante, et notamment, on le sait à travers les travaux de Mittelstädt, qui nous dit que de récentes expérimentations psychophysiques ont mis en évidence l'influence de gravicepteurs situés dans le tronc de l'homme, dont l'importance était équivalente, voire supérieure à celle des otolithes. Il est courant aujourd'hui de parler, par rapport au système nerveux autonome, de cerveau viscéral, mais il faut savoir que le cerveau viscéral, c'était dans le temps... on parlait d'abord du cerveau viscéral, et aujourd'hui, on parle du système limbique, mais en fait, c'était la même origine. Alors, autre chose, on revient sur Baron, qui a été considéré notamment par Gaget comme le père de la posturologie. Donc, Baron est ophtalmologiste et s'intéresse aux hétérophories chez les patients qui sont vertigineux. Et il crée un modèle sur le poisson, il fait des petites ténotomies au niveau des muscles oculomoteurs du poisson, et quand les ténotomies sont minimes et entraînent une variation oculaire inférieure à 4 degrés, on s'aperçoit que le poisson s'incurve, alors que s'il coupe carrément le muscle, le poisson reste droit. Et évidemment, s'il y a une variation au niveau de la posture, il montre qu'il y a également une variation au niveau de la locomotion. Donc là, on montre que c'est une petite perturbation qui a de grands effets. C'était prouvé d'une autre manière plus récemment, notamment par Priplata, de l'équipe de Collins. Il a utilisé des réflecteurs avec des systèmes optocinétiques pour mesurer la posture d'un individu. Il a mis sous les pieds des semelles en gel avec des vibrateurs et il a généré des vibrations qui étaient inférieures au seuil de perception de la personne. Et bien que la personne ne ressentait aucune stimulation, ça entraînait des modifications au niveau de la régulation posturale. Donc, pour comprendre, il faut se sortir du côté purement mécanique et rentrer dans le côté chaotique, qui a été bien exprimé notamment par Lorenz. Vous savez, la célèbre phrase « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas ». Donc, il n'y a plus de corrélation entre la stimulation et la réponse. Alors, en fait, l'ensemble de ces informations ont été colligées par Gaget, que vous voyez ici, qui a 91 ans aujourd'hui, et Bernard Weber, donc, qui est décédé depuis il y a quelques années, dans le livre de référence, qui est maintenant un petit peu ancien, qui est Posturologie. Donc, en 2 mots, la posturologie, c'est la régulation de la posture et des oscillations posturales qui sont infimes, inférieures à 1 degré physiologiquement. Et en plus, en dehors d'un apport de neurosciences, la posturologie apporte un examen clinique spécifique. On va évaluer le tonus, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, je remonte le modèle que tout le monde connaît, c'est-à-dire les exocapteurs qui vont apporter de l'information, des endocapteurs et des viscérocapteurs qui vont médier également cette information. On va arriver au niveau du système nerveux central et la régulation va commencer par les muscles intrinsèques et extrinsèques au niveau du pied. Alors, pour conclure cette première partie, on peut dire que la posture est le reflet de l'individu, intégrant le côté neurovégétatif, neural et émotionnel, et on va rentrer petit à petit dans les dysfonctions. Alors, notamment les réflexes de défense. Alors, le premier réflexe de défense connu a été décrit par Descartes, qui nous dit « Quand une personne s'approche du feu avec son gros orteil, la chaleur provoque la remontée de l'activité nerveuse par les nerfs jusqu'au cerveau. » Mézières également a utilisé ce qu'elle a appelé le réflexe antalgique a priori, dans lesquels elle pense que ça a à l'origine un traumatisme souvent très ancien,
qu'on a perdu, a provoqué une douleur, laquelle, en apparence, a disparu au point que le sujet a oublié l'événement. Donc nous, on parle souvent d'épine irritative à ce niveau-là, pour quelque chose qu'il va falloir aller rechercher, mais qui n'est pas évident, donc c'est la clinique qui va le mettre en évidence. En réalité, cette douleur est toujours là, nous dit-elle, mais le malade s'y soustrait inconsciemment, et ça c'est un point important. Dans la régulation posturale, la majorité des choses proviennent de processus non conscients, car un réflexe lui fait prendre une attitude qui lui évite de la ressentir. Donc il va falloir rechercher quelle est cette épine irritative. Alors, les travaux sur les réflexes, notamment de White, sont anciens, hein, vous voyez, au milieu du XVIIIe siècle. Il suffit de stimuler, on le voit, notamment la dure-mère au niveau, ou la moelle épinière, au niveau d'une grenouille sans tête, et à ce moment-là, on voit qu'on a une réaction de protection. Hein, donc, ce qui permet de comprendre aussi que le côté cortical est important, mais n'est pas nécessaire pour entraîner un certain nombre de situations. Sherrington, avec son fameux réflexe de flexion, hein, l'animal à peu près en appui sur ses quatre pattes, si on fait un courant électrique sous une patte, eh bien, ça va créer une flexion de la patte, donc moins d'appui, mais s'il y a moins d'appui d'un côté, évidemment, on va avoir des appuis qui sont majorés sur d'autres régions qui risquent du coup de souffrir. Hein, donc une dysfonction nociceptive du membre inférieur perturbe l'ensemble de la posture. Alors, il y a quelque chose qui est beaucoup moins étudié et bien moins connu, c'est les réactions au niveau de l'épiderme, et on verra que c'est quelque chose qui est très très important. Pourtant, un grand neurologue, André Thomas, avait commis un ouvrage sur le réflexe pilomoteur. Et il nous dit qu'il y a deux ordres d'excitation qui sont susceptibles de le provoquer. Un, des excitations périphériques recueillies par différents nerfs, le plus souvent les nerfs de la peau, et à ce moment-là, ça entraîne un comportement, une hypertonie unilatérale. Par contre, quand il y a des excitations centrales, comme par exemple la terreur, à ce moment-là, on va avoir une répercussion généralisée, ça devient bilatéral. Donc ça, c'est important pour la suite de la clinique. Alors, précédemment, il y a eu de nombreuses questions si on prend la lombalgie. Est-ce que c'est plutôt d'origine discale, ligamentaire, articulaire, cutanée, musculaire ? Tout ça, c'est des origines qui sont envisageables. Ce qui va nous intéresser là, c'est de voir aussi, quand on est au niveau du ganglion spinal, par exemple, est-ce qu'on est dans de l'hyperexcitabilité centrale, hein, quelque chose qui a été, ou hypersensitivation, ce qui est exactement la même chose. Donc on va s'orienter un petit peu sur le côté neural. Et si on prend les travaux de Boissira, sur 30 000 personnes, ils ont fait avec le diagnostic neuropathique 4, le DN4, une enquête, et qui montre chez des gens du tout venant, qu'à peu près un tiers de la population souffre de douleurs chroniques. Donc pour moi, c'était déjà une surprise, c'est énorme, c'est bon signe pour nous. Et que dans ces douleurs chroniques, la première cause, c'est en rapport avec les douleurs neuropathiques. Ça se spécifie surtout au niveau du membre supérieur et au niveau du membre inférieur. Et il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que dans pratiquement 80% des cas, les participants avec des douleurs neuropathiques ont plusieurs zones douloureuses. Donc ça voudrait dire quoi? Si en même temps vous faites un canal carpien et un névrome de Morton, il y a peut-être quelque chose qui les réunit ou en tout cas qui sensibilise. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il y a de manière sous-jacente une hyperexcitabilité centrale. Il est quotidien pour vous de voir vos patients, quand on les opère d'un canal carpien d'un côté, en règle générale, il ne faut pas bien longtemps pour qu'il y ait une intervention de l'autre côté. Peut-être qu'il y a autre chose. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperexcitabilité centrale. Alors, il y a de plus en plus de papiers, c'est une notion ancienne, mais qui a été remise au goût du jour, on va dire par Kramis, hein, à la fin du XXe. En gros, c'est toutes les douleurs fonctionnelles chroniques qu'on peut envisager être en rapport avec l'hyperexcitabilité centrale. Alors, c'est bien beau d'en parler, mais comment le repérer? Alors déjà, d'où ça vient? Un certain nombre d'auteurs sont d'accord pour dire que les traumatismes cervicaux, crâniens, et également des troubles émotionnels, même précoces, permettent de sensibiliser. Alors, quand on a des phénomènes allodiniques, simplement une stimulation avec le coton-tige peut être un outil extrêmement intéressant, bien plus utile que de l'IRM, par exemple, hein, et ça coûte moins cher. Et puis, d'un autre côté, on va avoir donc un abaissement du seuil douloureux et un abaissement du seuil de réaction musculaire. Et donc, c'est ce qu'on envisagera tout à l'heure avec l'examen posturodynamique qui va étirer un certain nombre de muscles.
Donc, on arrive au posturodynamique. Excusez-moi une seconde. Donc, si on reprend la tradition des neurologues qui ont beaucoup étudié le tonus, comme Thomas et déjà Jürgen, ils ont commis un ouvrage sur le tonus musculaire qui doit faire à peu près 700 pages, et ils ont montré que étirer un muscle, c'est comprendre son état. Alors, il y a d'autres manières d'évaluer le muscle. Dans la construction de la posturologie vient Fukuda, dont certains ont entendu parler, avec le fameux test de piétinement, et qui a montré que c'est à travers le mouvement qu'on allait comprendre l'organisation du tonus. Une autre pièce clinique qui est importante, c'est les travaux de Gaget, qui a sélectionné une centaine de normaux parmi 4000 sujets, et il a fait 3 tests cliniques. Et il a montré qu'il y avait une corrélation entre ces 3 tests cliniques, et qu'il n'y avait qu'une chance sur 1000 que les asymétries posturales soient aléatoires. Donc quand on en connaît une, on a une probabilité de connaître les autres, on a une notion de chaîne qu'on peut appeler neuromusculaire. Alors ça se précise un petit peu avec Berger, qui nous dit qu'il faut considérer le tonus d'un segment non pas comme le tonus musculaire d'un groupe de muscles isolés, mais en rapport avec le tonus du corps dans sa totalité. Alors, on utilise un certain nombre de tests en posturologie qui ont montré leur reproductibilité, certains leur validité. Je voudrais m'attacher un petit peu au posturodynamique parce que je sais que certains le pratiquent parmi vous et que c'est un test qui me semble intéressant. Alors, on va examiner le côté gauche, le côté droit de manière indépendante, le côté cervical, thoracique, lombaire et le membre inférieur. On connaît la physiologie, on le détaillera par la suite. Comme ce n'est pas physiologique, eh ben, on va dire que c'est donc, on met une croix parce que ça ne marche pas comme ça devrait fonctionner. Et après, on n'aura qu'à comptabiliser le nombre de croix. Donc, ce n'est pas quelque chose d'analytique, c'est quelque chose de semi-global. Alors, je vous ai mis un petit film pour visualiser les choses. Donc, on positionne les mains, par exemple, au niveau des EIPS, et on va demander à la personne de s'incliner latéralement en commençant par la tête. Et comme vous le voyez, physiologiquement, le bassin doit avancer du côté de l'inclinaison. Et si on a une hypertonie, ça ne sera plus le cas. Alors, on a une autre manœuvre qu'on appelle le podopelvien, qui va être une translation dans le plan frontal. Donc, on a une main motrice qui va entraîner un mouvement dans le plan frontal et l'autre main qui va permettre d'apprécier est-ce qu'il y a une rotation qui est contralatérale. Et puis, on va passer au niveau de la ceinture scapulaire. On met les pouces environ vers T6 et on demande une inclinaison, toujours en commençant par la tête. Et quand on connaît la biomécanique, on sait qu'il doit y avoir une rotation contralatérale à latéroflexion. Si ce n'est pas le cas, on va mettre une croix. Et puis, dernier segment qu'on va analyser, là, on est au niveau des cervicales. Pour ce faire, on va mettre les pouces au niveau de l'occiput. Et là, il ne devrait pas y avoir de rotation au niveau de la tête, puisqu'il faut que les yeux soient toujours en face du corps. Voilà. Donc, c'est des tests qui ont été travaillés, qui ont montré leur reproductibilité avec des études faites en France et également au Canada. Au niveau de cervical, la reproductibilité est très bonne, puisqu'elle est supérieure à 90%. C'est ces travaux un petit peu anciens. Au niveau thoracique, elle est moins bonne. Alors, est-ce que j'ai moins bien décrit le test? Est-ce qu'il y a plus de vertèbres? Est-ce qu'il faudrait subdiviser? Enfin bon, ça pose toujours des questions. Au niveau lombaire, on a une bonne reproductibilité, supérieure à 79%. Et au niveau podopelvien également, on a une bonne reproductibilité. Alors, on continue à travailler ces tests. Là, on essaye de les travailler avec un système optocinétique, un gold standard, pour voir est-ce qu'on a l'impression vraiment de mesurer ce qu'on dit. Et puis, on en a profité pour regarder ce qui se passe quand on compare des experts avec des apprenants ou des novices. Et on s'aperçoit qu'on a un kappa de Cohen qui est fort, supérieur à 0,61, donc une bonne corrélation entre deux experts. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à faire le test pour pouvoir l'utiliser de manière correcte. Alors, on résume un petit peu. Cette inclinaison, je peux noter, il y a une perturbation, et à ce moment-là, je vais parler de dysfonction localisée. Il y en a plusieurs. Si j'en ai 3 du même côté, au niveau rachidien, on va parler de dysfonction systématisée latéralisée. Et pour Bocquet, en 1995, c'était le signe d'un véritable syndrome postural, avec une hypertonie intéressante de toute la musculature. Et puis, en recherchant grâce au posturodynamique, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des croix partout. Et ça, pour nous, c'est des dysfonctions systématisées généralisées.
et ce serait le signe de l'hypersensibilisation centrale. Et il est important, en tant que thérapeute, peu importe la thérapeutique qu'on va utiliser, de savoir est-ce que la personne elle est en sensibilisation centrale ou locale. Ce n'est pas les mêmes outils thérapeutiques. Donc, les outils thérapeutiques arrivent avec la PNS. Donc, la posturothérapie, bon, c'est un nom un peu bizarre, mais ça vient de posturologie, du côté neurosciences et du côté évaluation clinique. Neuro, pourquoi? Parce qu'on va faire des neurostimulations, par exemple, au niveau des petits nerfs en rapport avec le disque. Sensoriel, parce qu'on est capable de stimuler l'épiderme, et en même temps, notre main est un outil sensoriel d'acquisition de l'information. Alors, on a un petit peu avancé par rapport à la posturo, et en fait, si on réfléchit un petit peu, tous les exocapteurs, ils proviennent d'abord de quoi? De l'ectoderme. Et donc, en fait, le capteur, ce n'est pas l'œil, ce n'est pas le pied, c'est l'ectoderme, et après, il y a des spécificités. On a développé également des choses au niveau de la bouche que je ne développerai pas pour l'instant. Et ce qu'on va regarder, c'est que si le côté neural est perturbé, évidemment, le côté musculaire sera perturbé. Donc, on peut parler de chaîne musculaire, comme le dit Mézières, ensemble de muscles polyarticulaires de même direction et dont les insertions se recouvrent les unes sur les autres à la manière de tuiles sur un toit. Mais aujourd'hui, on sait que c'est le sens, le contexte qui va donner le côté réaction qu'on peut appeler plutôt neuromusculaire. Et donc ce côté neural qui est un continuum qui relie diverses structures et diverses fonctions humaines. Donc vraisemblablement, on va travailler sur les nervi nervorum et également, peut-être, au niveau de l'épiderme, sur les dômes tactiles. Donc vous comprenez que la pression adoptée pour faire notre travail ne sera pas la même si on veut travailler sur un nerf profond ou sur quelque chose qui est de l'ordre de l'épidermique. On peut faire des stimulations à tout niveau, au niveau discal, au niveau du trijumeau. Simplement, avec nos mains, on va appuyer, relâcher, ce qui va générer une petite vibration. Et comme on l'a vu, je sais que vous avez invité Jean-Pierre Roll, donc on sait que les vibrations modulent les récepteurs. Alors pourquoi on s'intéresse particulièrement aux nerfs? Parce qu'en fait, on voit bien là, avec ces travaux, que suite à une entorse, il y a des modifications dans le temps, à 1 semaine, 3 semaines et plus d'1 mois, quand on compare un patient lésé contre un sujet contrôle au niveau de ses latences motrices. Et ce qui est intéressant également, c'est que la jambe contralatérale est perturbée. Donc ça veut dire que si le nerf a une vitesse de conduction qui est modifiée, ça veut dire que ça va perturber l'intégration des exocapteurs, notamment la relation entre les yeux et les pieds. Alors, on poursuit. On n'a rien inventé. C'est des techniques qui existent depuis la nuit des temps. Et les premiers à avoir décrit ça, c'est notamment Ling, qui est le père, on va dire, de la physiothérapie. Un de ses élèves disait « Des pressions continuées pendant quelques secondes sur le nerf accessoire faisaient cesser à l'instant même des affections rhumatismales dans le muscle trapèze. Des douleurs consécutives dans les genoux, les pieds, cédaient à des pressions sur le sciatique. » On peut jouer également au niveau neurovégétatif en travaillant, par exemple, sur le pneumogastrique. Alors, ce n'est pas compris, mais aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on le comprend davantage. Et on sait également, quelqu'un qui s'est beaucoup occupé du nerf, c'est Valex, vous connaissez les points de Valex, qu'il nous dit, on pense généralement que dans la sciatique, les élancements parcourent le trajet du nerf en se portant de la hanche au pied. La névralgie, en effet, suit souvent cette direction. On dit alors que la douleur est descendante. Mais elle peut être tantôt ascendante, tantôt descendante, ou bien ascendante et descendante à la fois. Donc ça veut dire qu'au niveau clinique, il faut rechercher un petit peu plus que les dogmes qui nous sont proposés à l'heure actuelle par rapport notamment aux neurochirurgiens. Alors, quand on va stimuler un capteur, là par exemple un Pacini, et qu'on regarde donc en ordonnée la réponse en impulsion par seconde, là on a en abscisse, on a l'intensité, on va voir que dans un premier temps, on a une réponse qui est quasi linéaire. Plus j'appuie, plus j'ai de réponse. Et puis il y a un plateau. Plus je fais, plus c'est pareil. Et au-delà du plateau, on a une saturation. Plus je fais, moins il y a de résultats. Donc, un des principes, c'est de ne pas donner trop d'informations, en règle générale. Et en même temps, si on donne des informations au bon endroit, on va être capable de moduler le tonus musculaire. Alors, un petit exemple, on est assez pauvre encore, mais néanmoins, il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps, qui est une étude pilote, où chez des personnes, des femmes qui avaient des lombalgies chroniques, on a utilisé des outils PNS. Donc, c'était des stimulations manuelles au niveau du nerf glutéal supérieur.
Donc on a évalué, on a fait un EVA. Quand je l'ai mis en gras, en italique, c'est que c'est significatif. Donc on a une variation significative sur l'EVA. Un questionnaire de Roland-Morris, malgré qu'il est pratiquement diminué par 2 en termes de points, on n'a pas de résultat significatif à 30 jours, mais il y a une tendance. Au niveau de la flexibilité, on a un Schober qui est modifié de manière significative, et également un test de Wells et Dillon. Au niveau stabilométrique, on a une variation dans le plan frontal. Comme vous savez que le nerf glutéal supérieur, il est en rapport avec le moyen fessier, c'est quelque chose qui ne nous étonne pas. Et ça a été corrélé, on a fait de l'EMG, et on a bien des résultats sur le muscle dont le nerf a été stimulé. Donc c'est quelque chose de précis. Et il y a également des effets au niveau neurovégétatif dont je ne parlerai pas là. Donc, la PNS a montré des bénéfices sur ces paramètres étudiés, démontrant que cette technique avait une efficacité immédiate et à 1 mois. Alors, je voudrais avancer par rapport au côté épidermique. Et le côté épidermique, d'évidence, est lié à l'émotion. Il y a de plus en plus de travaux de neurosciences depuis une quinzaine d'années qui vont dans ce sens-là. Alors, dans l'épiderme, il y a des capteurs de Langerhans qui sont en rapport avec le système immunitaire, des kératinocytes, on verra leur importance un petit peu plus tard, qui représentent 90% des cellules de l'épiderme, des mélanocytes, donc qui sont là par rapport aux UV, et des Merkel, qui sont des cellules qui sont importantes, puisqu'elles synthétisent un grand nombre de neuromédiateurs et seraient des acteurs clés du système neuroendocrino-immunocutané. Alors, pour montrer le seuil de précision de ces capteurs, il y a des travaux de Valbo qui montrent que quand on va stimuler avec un estésiomètre, un style dérivé des cheveux de Von Frey, on va, en microneurographie, avoir des réponses à partir de 0,03 grammes. Donc, des stimulations infimes entraînent des modifications de potentiel. Et vous voyez qu'au-delà de 0,5 grammes, on va avoir d'autres types de réponses. Donc, on a une réponse qui est bimodale, ça veut dire qu'il y a 2 types de populations. Si j'appuie un peu plus, je stimule d'autres capteurs. On sait que les fibres C, T, qui sont dans l'épiderme, ont un rôle dans l'inhibition de la douleur. Leur stimulation diminue la douleur, donc c'est ce qu'on va chercher à faire. Et en même temps, elles sont adaptées à des fonctions affectives plutôt qu'à des fonctions discriminantes tactiles. Alors là, regardez bien, parce que c'est un petit peu compliqué. La vision un petit peu passéiste, c'est j'appuie sur la peau, ça va appuyer sur une fibre C et on va avoir un potentiel d'action qui va se mettre en route. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'on appuie sur les kératinocytes et que c'est les kératinocytes qui vont faire le lien avec la fibre C. Donc, on s'aperçoit qu'on est encore plus superficiel que ce qu'on pensait et ce n'est pas tout. Donc, première étape, les kératinocytes épidermiques répondent à des stimulations physiques et chimiques issues de leur environnement en émettant des signaux chimiques. Mais on s'aperçoit que quand on stimule un kératinocyte, on va développer des vagues calciques. Et donc ces vagues calciques, elles vont se propager de kératinocyte en kératinocyte. Donc ça veut dire que la gestion de l'information n'est pas simplement centripète, elle est également périphérique. Donc ces kératinocytes pourraient constituer le véritable front du système sensoriel de l'organisme. Alors on va terminer donc avec un cas clinique. Alors, on a parlé beaucoup du membre inférieur. Alors, par rapport au posturodynamique podopelvien, dans certaines situations, il peut être inversé. Donc, je vous ai dit que la physiologie, c'est quand je translate vers la gauche, ça tourne vers la droite. Mais parfois, je translate vers la gauche, ça tourne vers la gauche. Et quand on a une réponse bilatérale inversée, on peut suspecter quelque chose qui est central, notamment au niveau du filarium terminale. À ce moment-là, pour investiguer le coccyx et le périnée postérieur, en fait, on peut mettre les mains sous les ischions, et c'est assez étonnant si vous ne l'avez pas fait, mais les mains sous les fesses de quelqu'un, même de lourd, vous pouvez, en mettant une légère impulsion, entraîner une bascule de l'ensemble du corps. Par contre, quand il y a des hypertonies marquées au niveau du périnée, notamment postérieur, à ce moment-là, c'est comme un mur de briques. Donc, quand on a une réponse qui est perturbée, petit mouvement en rouge, donc limitation pathologique, à ce moment-là, bilatéral,
une probabilité, c'est qu'on soit au niveau d'un problème de coccyx. Alors, on sait qu'on est dans une innervation qui est proche de S2 et que cette innervation proche de S2, elle va se poursuivre jusqu'au pied. Et souvent, vous avez une posture qui va se retrouver comment? Flexum dès lordose. Hein? Donc, on va aller stimuler le nerf au niveau de la pointe du coccyx, voir est-ce qu'on restaure la mobilité au niveau du sacrum, est-ce qu'on restaure la mobilité au niveau des ischio-jambiers, voire au niveau d'autres muscles, et on va faire une saturation. Saturation, c'est juste, j'appuie, je mets en tension, contrôlé par ma main sensorielle au niveau moteur, et je relâche. Donc j'ai généré une vibration comme si je défléchissais un élastique. Quand on a traité le nerf, on sait qu'obligatoirement, il va rester quelque chose au niveau musculaire, et notamment, pour nous, des muscles importants sont les petits muscles coccygiens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les muscles sont petits, plus ils sont importants, puisque c'est eux qui sont bourrés de fuseaux neuromusculaires. Travailler les gros muscles a moins d'intérêt, en tout cas au niveau contrôle moteur. Bon, donc là, c'est la technique. On demande simplement de rapprocher. On ne le fait qu'une fois. Contre-résistance, vous rapprochez, je lâche. On ne le fait qu'une fois parce qu'on a fait le neural avant. Hein, sinon, ça ne marche pas de la même façon. Donc là, un cas clinique. Donc, c'est une personne que j'ai vue cette semaine, une saturation au niveau du coccyx, pardon, pas du coccyx, au niveau du nerf, au niveau de la pointe du coccyx, et vous voyez qu'instantanément, on a une modulation majeure au niveau du coccyx. Alors, c'était cette semaine, mais c'est quand même un résultat assez spectaculaire. Hein, donc, la saturation du filarium terminale diminue l'hypertonie, augmente la flexibilité. Là, on le voit, une perturbation au niveau du muscle poplité, mais également au niveau du nerf tibial supérieur. Donc, on peut aller le stimuler. Et à ce moment-là, quand on stimule, et que ça se passe bien, hein, ce n'est pas toujours comme ça, on montre que les histoires de chasse, mais vous voyez que vous avez des résultats instantanés qui sont quand même relativement spectaculaires. Donc, en posturothérapie, on va également utiliser des stimulations épidermiques. Alors là, si vous regardez bien, c'est pour la photo, c'est trop grossier. Vous voyez qu'on voit la dépression au niveau du doigt, on ne devrait pas la voir. Hein, ce n'est pas un appui, c'est un contact. Sinon, on a largement dépassé le côté épidermique. Et donc, la métaphore, c'est le papillon sur la fleur. Et quand on regarde là un cas clinique avec des études stabilométriques, bon, on voit quelqu'un qui bouge de manière très importante. Dans la consultation, vous voyez un changement qui est manifeste, on n'a pas besoin de prendre de chiffres. Et quand on le réexamine 4 semaines après, vous voyez que ça a tenu dans le temps. Hein, donc des stimulations épidermiques qui, dans ce cadre-là, se situent à cet endroit-là, sont capables de moduler de manière importante la régulation posturale. Donc l'objectif de ce qu'on voit, c'est de traiter les dysfonctions neurales, entre autres, qui permet de libérer les voies de conduction et contribue à l'intégration centrale des exocapteurs. Et ça, c'est un travail de physiothérapeute, de thérapeute manuel. Donc, avant d'envisager des traitements par neurostimulation instrumentale, que ce soit les prismes, les SMEL ou les ALF, qui sont des neurostimulations buccales, ou, à mon sens, les étirements de type Mézières, il convient de vérifier et éventuellement de traiter les dysfonctions neurogènes. Okay, donc, il y a une priorité à établir. Donc, les stimulations, on peut les faire à peu près partout. On peut en faire sur des émergences du trijumeau. On l'a vu sur le glutéal, sur le fibulaire profond, par exemple. Et après, on va pouvoir faire quoi? En posturologie, classiquement, on va utiliser des prismes, des semelles de posture, des stimulations buccales et, pourquoi pas, des étirements de type Mézières. Hein, donc, c'est tout à fait complémentaire. Il faut utiliser les deux, mais dans un certain ordre. Donc voilà, je vous remercie et je pense qu'on peut avoir une complémentarité importante entre ce que propose l'AMIC et ce que propose l'API, l'Association Posturologie Internationale. Je vous remercie. Merci à tous pour cette exposé riche en informations. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Je pense qu'il devrait y en avoir, vu toutes les questions que cela engendre. En revanche, je n'ai absolument aucun résultat par rapport à ces douleurs de pied
Alors, en fait, c'est les... Bon, j'imagine, hein, puisque je ne connais pas le cas clinique, mais on s'intéresse de plus en plus au côté allodynique. Donc, c'est-à-dire que j'imagine que cette personne ne supporte pas qu'on l'effleure au niveau du pied, c'est ça? Alors non, ouais, Non? j'arrive tout à fait à faire un travail même profond. Ah, non, mais profond, moi je parle de superficiel. Dans le superficiel, Ça passe? ça passe très bien. Elle a des brûlures? La nuit, Elle a des brûlures, bon. en journée, D'accord. et Ouais. après chaque séance, Alors. elle me signale une grande légèreté, une meilleure mobilité. Ça, Et d'accord. ça sur les autres pieds. En revanche, les douleurs D'accord. reviennent Ça se situe à quel endroit? au niveau de la voûte plantaire essentiellement. D'accord, alors ce qu'on peut... D'accord. Ah, deux. D'accord. Alors, deux, il faut réfléchir au-dessus. Donc, oui, ça laisserait supposer, s'il n'y a que ça, qu'en termes d'innervation, voûte plantaire, on est sur une innervation de type S2, que donc on est pile poil dans le cas clinique que j'ai développé, sauf que là, on n'est pas... Il ne faut pas faire une stimulation profonde au niveau du filarium terminale, peut-être au niveau du ganglion impar, qu'on peut aller stimuler, ou peut-être que c'est simplement quelque chose d'ordre plus épidermique qui pourrait être en rapport avec des conflits d'ordre plus émotionnel. Mais là, c'est un peu difficile à voir. De toute manière, pensez que s'il y a les deux pieds, allez voir d'abord au-dessus. Parce qu'après, évidemment, on pourrait dire que c'est le nerf plantaire interne ou externe, etc. Ou le nerf tibial. Mais je pense que dans le cas clinique, je mettrais une petite pièce sur aller voir plus au niveau du périnée. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire le test qu'on a vu, qui est assez facile. Donc, c'est-à-dire, on pousse la personne comme ça. A priori, au lieu d'avoir une rotation contralatérale à la translation, on pourrait, alors je le montre de manière un peu caricaturale, des fois c'est toujours la clinique, ça peut être plus fin, mais vous risquez d'avoir quelque chose qui va à l'envers, et si ça va à l'envers de manière bilatérale, la probabilité c'est que ça soit central. Eh ben, après, est-ce que vous savez faire un traitement épidermique? Est-ce que vous savez faire un traitement neural? Bon, on schématise, c'est juste pour réfléchir, mais voilà comment on pourrait orienter ça. Dans votre prise en charge thérapeutique, vous faites des tests, vous avez une action thérapeutique et vous normalisez des tests après. Au bout de combien de temps vous renvoyez le patient pour vérifier? Alors, moi, disons que... Ouais, d'accord. Alors, je vais répondre pour moi, mais je ne suis pas un bon exemple parce que je consulte qu'une journée par semaine, parce que je fais beaucoup de formations. Donc, pour un cas de douleur chronique simple, on doit avoir une modulation de la douleur de 70% au moins dans la consultation, quand on maîtrise la technique. Et ces patients... je leur dis, je vous revois dans un an si ça va bien, mais je triche parce que j'ai une double casquette aussi. Je suis podologue et je vais utiliser des semelles de posture. Par contre, donc, normalement, il faudrait demander à la personne, éventuellement si on fait l'ensemble du protocole, de dire on se revoit d'ici un mois et on voit est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter. Maintenant, si vous avez des patients qui sont plus en hyperexcitabilité centrale, qui sont plus compliqués, et là, on prend les protocoles, les recommandations, par exemple, qu'on attribue à la Société américaine de psychiatrie. Quand il y a des dépressions, on voit le patient au moins une fois par mois, tous les 3 mois. Parce que c'est des choses qui sont plus difficiles à gérer. Quand c'est juste un côté un peu mécanique du nerf et que c'est fonctionnel, parfois ça suffit d'une consultation. Mais dans une consultation, on ne fait pas non plus une stimulation. On fait un ensemble de stimulations. Une dernière question peut-être ici. Non, c'est pas une question, c'est un témoignage. Pour dire que j'ai déjà beaucoup utilisé le test posturodynamique avec le Mézières, et donc comme tu l'as proposé, je trouve que c'est bien de faire le lien entre ces deux spécialités, Mézières et la posturo. On a vraiment beaucoup de choses à s'échanger, à partager ensemble. Et effectivement, voir que du coup, ce test pourrait être un des tests qu'on utilise dans notre méthode. Si on peut avancer dans la recherche et dans la validation, ce serait très intéressant. Je ne peux que partager l'avis et te remercier pour ton témoignage. Quelqu'un d'autre? Moi, bien, Philippe, merci. Merci beaucoup, Nathan.